David Pili, comme le dirait l'autre, une dictature ne connaît pas le dictionnaire de la honte. Alors, Fonasibia a ordonné la recomposition de la Cour constitutionnelle après des rencontres avec la commission de la CEDEAO et les Nations Unies. Alors, peut-on parler d'une pression diplomatique sur fort? Monsieur Amos, la recomposition de la Cour constitutionnelle, je vais emprunter le terme du président français Emmanuel Macron, et cette recomposition-là, c'est de la poudre de perlimpinpin, parce que moi, je ne vois pas trop comment est-ce que ce régime-là peut reconstituer la Cour constitutionnelle de telle sorte qu'elle soit équitable, qu'elle soit loyale. Ça, il faut oublier ça. Il faut pas qu'on nous fasse rêver. Ou disons, il faut pas qu'on fasse rêver des gens qui aiment qu'on leur fasse rêver. Parce que moi, aucun Togolais avisé aujourd'hui ne voit rien qui se fait avec ce régime. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, nous pensons que la crise de confiance qu'il y a actuellement entre le peuple togolais et ce régime est tellement profond que quel que soit ce que ce régime va faire, ce peuple va le prendre avec méfiance, et il a raison. Aucun Togolais avisé aujourd'hui ne croit en cette histoire de recomposition de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, hier, moi je lisais le nom de quelques juges qui ont été nommés dans cette Cour constitutionnelle, mais qu'on ne nous prenne quand même pas pour des dupes. Ceux qui veulent se faire duper, ils n'ont qu'à croire à cette nouvelle entre guillemets Cour constitutionnelle. Et moi, je ne pense vraiment pas que on doit attendre quelque chose de cette soi-disant nouvelle Cour constitutionnelle. Donc, pression diplomatique sur Faure Gnassingbé ou pas, moi, je ne pense pas que cette recomposition de la Cour constitutionnelle, je mets recomposition entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu de recomposition, et cette recomposition de la Cour constitutionnelle ne va avoir aucun impact sur l'élection. Le régime a peut-être enlevé certains de ces sbires et il met d'autres sbires. C'est aussi simple que ça. Donc ça, je crois que c'est des choses qu'il est très simple que nous comprenions. Cette affaire de recomposition de Cour constitutionnelle ne va rien changer, et par rapport au jeu truqué que ce régime-là a toujours fait. Et il y a quand même cette réalité que nos compatriotes doivent comprendre une fois pour de bon. Tant que ce régime fait quelque chose, il faut savoir qu'il a déjà trouvé la solution pour contourner ça. C'est aussi automatique que ça. Le régime là n'accepterait jamais de reconstituer cette cour constitutionnelle s'il sait que cette cour sera contre lui. Il sait qu'il va remplacer les juges existants avec d'autres juges qui sont acquis à sa cause, donc c'est pourquoi il a accepté de le faire. Je ne pense pas qu'on doit faire un débat sur ce non-événement. Justement, David Pili, on peut comprendre votre inquiétude sur la question de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Alors écoutez, les candidatures de l'opposition continuent à pleuvoir pour la présidentielle de 2020. Alors peut-on parler d'une stratégie de l'opposition pour émietter les voix du NIR, ou c'est plutôt une simple illusion? Une stratégie de l'opposition pour émietter les voix du NIR qui justifierait cette multitude de candidatures qu'on est en train de voir pour cette élection. Moi, je ne pense rien de tout ça. Et en fait, le problème du Togo, c'est pas une question de candidature. Je crois qu'il est quand même temps que tous les Togolais et qui veulent réellement, sincèrement, l'alternance dans ce pays le comprennent, que ce soit parti politique ou société civile ou institution. C'est pas une question de candidat ou de... Tout le monde sait que les candidats de l'opposition, notamment Jean-Pierre Fabre, ont toujours gagné l'élection présidentielle au Togo. Ça, c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait, que l'opposition a toujours gagné les élections au Togo. Mais comment revendiquer les résultats? Comment est-ce qu'il faut revendiquer les résultats? Nous avons vu des scènes horribles en 2005 où des militaires sont rentrés dans des bureaux de vote pour voler des urnes. Nous avons vu tout récemment, le 20 décembre 2018, que le peuple togolais s'est abstenu de voter à 90%. Et les 10% qui ont voté, le RPT UNIR s'est basé sur ça pour composer une assemblée monocolore, composée rien que de ses députés.
Donc, si nous voyons tous ces facteurs, le problème qui se pose, c'est pas un problème de candidature, c'est un problème de comment revendiquer la victoire de l'opposition, puisqu'on sait que l'opposition gagne à tous les coups. Je crois que c'est là où le problème se pose. Donc, c'est pas une question de candidature unique ou de candidature multiple. Moi, je pense que le problème ne se trouve pas là pour le moment. La lutte, d'abord, c'est d'assainir le cadre électoral, de recomposer les institutions, de revoir la Cour constitutionnelle, de revoir la CENI, de revoir le cadre électoral, de revoir l'armée, parce que voilà un autre problème dont personne ne parle, mais on a l'impression finalement que c'est le plus gros problème du Togo. Comment faire comprendre à cette armée, et qui est très très clanique, ça il faut le reconnaître, et qui se comporte comme une milice, comment faire comprendre à cette armée-là que sa place n'est pas dans le jeu politique. Pourquoi est-ce qu'ils interviennent tout le temps dans le jeu politique? Ça, il faut leur faire comprendre. Mais on ne peut pas leur faire comprendre parce que c'est la mission claire qu'ils ont reçue. Donc, le problème là doit être résolu d'abord. Si on ne résout pas le problème de l'armée, on ne résout pas le problème de la Cour constitutionnelle, on ne résout pas le problème de la CENI, et qu'on s'agite pour des candidatures uniques ou des candidatures multiples, moi je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pourquoi à une question précédente, je disais il va falloir peut-être d'abord discuter avec Monseigneur Podio pour voir ce qu'il veut faire avec les 7 millions. Peut-être il veut lancer des opérations de lobbying au niveau des chancelleries. Il veut remobiliser le peuple pour exiger les réformes avant toute élection. On ne sait pas, mais le problème se trouve en amont. Le problème n'est pas au niveau de qui va être candidat ou pas. Et tout le monde sait aujourd'hui, excusez-moi la comparaison, on place même un mouton devant Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, le mouton va gagner. Mais comment revendiquer la victoire de ce mouton-là face à une armée qui est prête à tous les excès, à toutes les brimades, à toutes les formes de violence pour perpétuer le régime du clan Gnassingbé, c'est le règne du clan Gnassingbé, c'est ça le gros problème. Le gros problème se trouve à ce niveau. Donc, et moi, cette affaire de candidature unique, de candidature multiple, moi je pense que c'est des choses qui viendront peut-être après. Mais il y a un travail en amont qu'il faut faire, c'est d'assainir le cadre électoral, c'est d'assainir les institutions, c'est de faire comprendre clairement à l'armée que sa place n'est pas au devant de la scène politique. Et tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes, je ne sais pas réellement pourquoi est-ce qu'on se fatiguerait aujourd'hui pour une question de candidature unique, de candidature multiple. On peut avoir 50 candidats qui émettent les voix d'unir. Et on se retrouve avec un candidat de l'opposition et Faure Gnassingbé au deuxième tour. Et que le candidat de l'opposition gagne. Ou bien même que le candidat de l'opposition gagne au premier tour. Parce que c'est possible. Et comment revendiquer cette victoire si on nous sort d'autres résultats et qu'on met l'armée dans la rue? C'est ça le problème. Le gros problème est là. Nous avons vu en 2015 comment les résultats des élections ont été proclamés par M. Tafa Tabiou. Nous l'avons tous vu. Et comment éviter ces situations-là, je crois que c'est le problème. Donc, moi, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Je ne crois pas vraiment que cette affaire de candidature multiple ou de candidature unique, je ne pense pas que ce soit vraiment la solution à notre problème pour le moment. Eh bien, dernière question pour vous libérer en ligne depuis Bamako au Mali. Dans une interview sur New World TV, le ministre Timois a déclaré que la présidentielle de 2020 est la première à se dérouler dans un climat de sérénité sans manifestation. Alors, David Kelly, est-ce un défi lancé à l'opposition qui court vers une élection sans les réformes du cadre électoral? Monsieur Amos, cette question prête à sourire quand on voit celui qui fait la déclaration. Et Monsieur Trimois qui dit des choses, je sais pas s'il faut réellement se baser sur ça pour émettre des hypothèses et tout, parce que Monsieur Trimois lui raconte toujours ce qu'il veut. Et donc quelqu'un qui sur un plateau de télé demande à ce que l'opposition aille prendre des armes pour venir réclamer le pouvoir, je ne sais pas trop quel crédit on accorderait à tout ce qu'il raconte. Quand il parle de climat de sérénité sans manifestation, bah écoutez, quand vous militarisez un pays, vous mettez sous scellé toutes les villes et vous arrêtez les innocents et les accusez de terrorisme, vous les accusez d'atteinte à la sûreté d'État.
et vous faites tout pour semer la peur, la psychose au sein des populations, et que vous parlez de sérénité, bon, si ça, c'est ce qui peut leur faire plaisir, qu'ils continuent de le penser. Et si Monsieur Trimois dit que l'élection de 2020 va se dérouler dans un climat, est la première à se dérouler dans un climat de sérénité et sans manifestation, au fond, ce qui est bien avec ces genres de situations, c'est que un menteur, il finit toujours par se contredire. Et si on retourne peut-être en arrière, il y a 5 ans ou 10 ans, on aurait écouté le même Trimois dire que les élections se sont passées en 2005, en 2010, en 2015 sans manifestation et dans un climat de sérénité. Donc aujourd'hui, juste pour pouvoir justifier 2020, il reconnaît que les élections passées se sont passées dans un climat de violence et avec des manifestations, et que celle de 2020 est la première qui va se dérouler dans un climat de sérénité et sans manifestation. On ne peut que sourire. Moi, je ne vois pas trop ce qu'on peut tirer d'une telle déclaration. Est-ce que c'est un défi lancé à l'opposition? Moi, je n'aime pas trop parler d'opposition dans ce cas. Je préfère beaucoup plus parler du peuple, parce que l'opposition, c'est pas nécessairement le peuple. L'opposition peut être mandatée des fois par une partie du peuple pour des revendications, mais le peuple, c'est tout Togolais qui aspire aujourd'hui à l'alternance. Et ce peuple-là, c'est à lui de décider si cette déclaration très mensongère est un défi lancé à lui. Et c'est l'occasion pour moi d'exhorter les Togolais à ne pas baisser le bras. Je comprends, à un moment, la lutte, ça devient difficile. Ça devient difficile, surtout quand on tente des choses qui ne marchent pas. On finit par se résigner, on finit par tomber dans une forme de fatalité. On se dit, ça ne va plus marcher. Mais je crois que on n'a pas le choix. Enlever ce régime-là, c'est la lutte, c'est l'une des luttes de notre génération, nous Togolais, parce que au moment où d'autres pays de notre sous-région et de l'Afrique parlent de développement, parlent de croissance, parlent d'éducation, parlent de réforme de la santé, nous continuons toujours de chanter la même chanson que nous chantons depuis 50 ans maintenant. Nous voulons la fin de ce régime, de ce clan Gnassingbé qui s'est installé dans la violence à la tête de notre pays. Nous continuons de chanter cette chanson. Je ne pense pas que nous devons rester dans cette inertie-là pendant longtemps. Il nous faut maintenant nous lever pour mettre fin à cette situation. Parce que même pour des gens qui ne connaissent pas trop le Togo, quand ils écoutent notre histoire, quand ils voient notre situation, ils secouent la tête, ils se disent c'est pas possible. C'est pas possible. Nous sommes devenus une curiosité négative dans ce continent, dans cette sous-région, et je crois que il est temps que nous essayions de mettre fin à ça. Je profite de cette occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvelle à tout le peuple togolais, à tous mes compatriotes togolais au Togo et partout dans le monde, et je les exhorte une fois de plus à ne pas baisser les bras. 2020 est un tournant stratégique. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que tout est joué d'avance. On peut se lever. Le Togo nous appartient. Levons-nous pour définitivement sauver notre pays. Merci, Monsieur Amos, et bonne soirée. Merci également à vous, David Kelly, de nous avoir accompagnés en ligne depuis Bamako au Mali. Je rappelle que vous êtes activiste et blogueur, et nous vous souhaitons également une bonne fête de Noël et de fin d'année. Bonsoir, à vous l'été. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais.